développement d'Haïti, quel rôle peut jouer la diplomatie? J'ai toujours envie de dire la démocratie. La diplomatie, aujourd'hui, on parle de diplomatie. Et nous avons l'insigne honneur de recevoir comme invité conférencier le docteur Ricardo Augustin, qui est licencié en droit de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Il est docteur en sciences politiques et relations internationales, consultant, professeur d'université et vice-doyen de la faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Il a été conseiller électoral de janvier 2015 à janvier 2016. Il a collaboré à plusieurs ouvrages collectifs. Il est l'auteur des ouvrages, je cite, « Les élections de 2015 au-delà des mots M-O-T-S et des mots M-A-U-X » parus aux éditions C3 en 2016. Un autre titre, « Voter autrement en Haïti, le vote électronique au cœur de la réforme électorale », c'est toujours à C3 éditions. C'était en 2020. Docteur, je vous passe le verbe. Merci Georges Allen, et encore une fois pour l'invitation à participer à Agora, cette émission que je vois que beaucoup de jeunes affectionnent, et je sens vraiment il y a quelque chose qui se déroule dans Agora, et c'est avec plaisir que je participe aujourd'hui à la réflexion sur la question de la diplomatie et le développement d'Haïti, le rôle que la diplomatie peut jouer dans le développement d'Haïti. Alors tout d'abord, si nous parlons de diplomatie, de quoi nous parlons? De quoi s'agit-il? Et en principe, la diplomatie, c'est une pratique. C'est la pratique de la gestion des rapports entre les États entre eux, les États avec les organisations internationales, et également d'autres acteurs internationaux comme les multinationales et également les organisations non gouvernementales, je dirais les ONG internationales. Donc tous ces beaux rapports, la pratique de ces rapports, la gestion de ces rapports est gérée par la diplomatie. Et cette diplomatie dont nous parlons repose sur des principes comme la négociation. Tout d'abord, c'est la négociation qui mène la diplomatie, élément, je dirais, fondamental de la diplomatie, mais également le dialogue. Et le but de tout ça, c'est de défendre des intérêts. Les intérêts, bien entendu, des États. Les États défendent leurs propres intérêts, et qui sont d'ordre divers, et intérêts stratégiques, nous parlons, de point de vue politique, de point de vue sportif, de point de vue culturel, et tout ça. Donc, ce sont des intérêts que les États gèrent, et ceci leur permet d'éviter les conflits. Vous voyez, la diplomatie est faite également pour éviter les conflits, et donc c'est le forum qui est donc mis en place où les États peuvent discuter au lieu de prendre les armes pour résoudre certains conflits. Et il y a la diplomatie dans, je dirais, les temps importants, c'était presque pour la première fois que autant d'États s'étaient réunis ensemble autour d'une même table pour discuter de questions les concernant. Ce qui s'était passé, c'est parce qu'il y avait tout d'abord un ordre mondial qui a été mis en place après les traités de Westphalie de 1648, qui avait quand même consacré l'existence d'un système qui, pendant plus d'un siècle, existait et gérait les relations entre les États, qui se basait sur l'équilibre des puissances, le respect du principe de la souveraineté des États, la séparation de l'Église et d'État. Donc, un ensemble de principes essentiels qui faisaient que les États se respectaient, et il y avait le principe qui était admis également, un État et une voix. Par contre, avec l'avènement de Napoléon Bonaparte, qui est arrivé en France et qui a remis en question ce système, et qui a commencé à annexer des États donc, qui ne respectaient plus le principe de souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires des autres États, et qui a bouleversé l'ordre établi en Europe. Et le Congrès de Vienne est venu mettre un peu, je dirais, c'est un retour à l'ordre ancien, le régime qui a été mis en place à Westphalie, et c'était
la consécration de ce qu'on appelle la diplomatie multilatérale. La première fois qu'on a vu autant de princes, autant de souverains, des représentants et la diplomatie bilatérale qui gère les rapports entre deux États. Et la diplomatie multilatérale, le rapport entre plusieurs États. Par la suite, d'autres formes de diplomatie ont pris naissance. Aujourd'hui, nous parlons par exemple de diplomatie culturelle, de diplomatie économique, de diplomatie sportive aussi. Parce que, écoutez, et parlant de diplomatie sportive, nous voyons le poids, l'importance des acteurs comme les fédérations internationales, comme la FIFA par exemple, le comité olympique qui gère les questions des Jeux olympiques, et nous voyons l'intérêt que portent les États à vouloir organiser des compétitions sportives. Donc aujourd'hui, la diplomatie sportive est une diplomatie importante, la diplomatie culturelle, au même titre que la diplomatie économique également. La diplomatie est réalisée dans un contexte où les États envoient des représentants auprès d'autres États, auprès des organisations internationales. Et ces représentants, ce sont des diplomates. Je vous parlais tout à l'heure de la coutume internationale et qui était donc, c'est des règles non écrites. La coutume n'est pas écrite quelque part. Par contre, un peu plus tard, on a eu la codification de la coutume. Et c'est cette codification qui nous a donné en 1961 ce que l'on appelle la Convention de Vienne sur les immunités et les rapports diplomatiques entre les États. Donc, à partir de 1961, la coutume a donc été codifiée. Et là, la diplomatie se donne une arme pour pouvoir évoluer et pour régir les rapports entre les États, les rapports entre les agents et les représentants des États. C'est ainsi qu'un ensemble de fonctions a été donc défini avec la Convention de Vienne de 1961 qui est attribuée aux diplomates. Et ces fonctions, c'est tout d'abord une fonction de représentation. Les diplomates représentent leurs États respectifs auprès des autres puissances, une fonction de protection. Les diplomates ont pour devoir de protéger leurs intérêts des États et auprès d'autres puissances et protéger également les ressortissants de leurs propres États qui évoluent sur le territoire d'autres États. Également la négociation. La négociation qui est une fonction importante de la diplomatie généralement bilatérale ou multilatérale, parce que le diplomate, c'est un négociateur. Et à longueur de journée, à longueur, je dirais, d'activité, il ne fait que ça. Et négocier pour protéger, défendre les intérêts stratégiques de son État. Le diplomate également, il a une fonction informative, et donc l'information. Il informe son gouvernement de tout ce qui se passe dans l'État accréditaire, le pays où il est accrédité. Donc il informe son gouvernement de manière bien entendu constante, périodique et comme vous vouliez, et comme c'est défini d'ailleurs. Donc sa chancellerie est informée de tout ce qui se passe dans l'État et accrédité dans les cas d'accueil. Bien entendu, c'est une fonction qui permet à l'État de prendre connaissance de tout ce qui se développe sur le territoire d'un État avec lequel il a une relation diplomatique. Et il y a également le développement des amitiés. Et je dirais, le diplomate, il est là aussi pour chercher des opportunités pour son État, développer des relations amicales, vous voyez, de point de vue culturel, point de vue... La pauvreté, tout cela entraîne la pauvreté. Une pauvreté extrême. Aujourd'hui, nous parlons d'un pays qui souffre d'une insécurité alimentaire, qui gagne un nombre important de sa population. Vous voyez? Donc tout ça, c'est des problèmes que nous traînons. Et avec tout ça, il faut ajouter la corruption. La corruption qui est une gangrène des rapports avec d'autres États, si à chaque fois on a peine, par exemple, à justifier, à respecter les engagements internationaux que nous prenons dans le cadre de la coopération internationale avec les États. Donc tout ça, c'est des problèmes que nous devons gérer, que nous devons résoudre. Mais ce que nous devons nous dire également,
les étudiants et également le public qui nous écoute, c'est que la diplomatie ne peut pas faire de miracle. Attention. La diplomatie ne détient pas une baguette magique pour faire des miracles. La diplomatie ne peut pas vendre ce que l'État n'a pas. La diplomatie vend ce que l'État donne, ce que l'État a. Donc, et là, ça nous ramène à l'apport que la diplomatie peut apporter. Tout d'abord, voyons, à la résolution de cette crise dans laquelle nous sommes. La première chose, c'est l'externe. Aujourd'hui, Haïti a besoin de réseautage, a besoin de constituer des réseaux, une diplomatie qui soit proactive, où nous développons des rapports avec tout le monde. Avec tout le monde. Haïti n'a pas intérêt à avoir des ennemis, à avoir des États. Ce n'est pas parce qu'un État est ennemi de notre État qu'il doit être aussi notre ennemi. Là, je reprends Nelson Mandela qui avait une fois répondu à un journaliste et qui lui disait pourquoi est-ce que vous avez des rapports avec la Russie, vous avez certains rapports privilégiés avec certains États que nous autres nous indexons comme étant des États, je dirais, des hégémons dans le système. Mais il écoutait calmement et puis après il a dit au journaliste qui exprimait probablement le point de vue de son gouvernement, il lui a dit mais écoutez, pourquoi si vous avez des problèmes avec un État, vous êtes en conflit avec un État, nous devons nous aussi être en conflit avec cet État. Non, ça c'est votre problème. Vous devez résoudre vos problèmes. Nous, les problèmes qui ne nous concernent pas, ne nous concernent pas. Nous ne rentrons pas dans ce. Et dois-je vous dire, mes amis, en 2005, par rapport à cette question que nous abordons sur les intérêts nationaux, le constat c'est que la coopération internationale avait pris un certain tournant où les États ne respectaient pas surtout les décisions, les principes établis par des États qui réclamaient de l'aide. Vous voyez? Donc, à un certain moment, les États donateurs qui donnaient imposaient leurs propres conditions. Donc, ils ne se sentaient pas obligés de respecter les priorités des États demandeurs, des États qui bénéficiaient de l'aide internationale. Parce qu'à un certain moment, ils ont dû, en conférence internationale, réfléchir sur l'efficacité de l'aide internationale. Et c'était en 2005 à Paris. Une déclaration est sortie, la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide externe. Et le constat était que l'aide il faut prioriser les rapports sud-sud sur les rapports nord-sud. Non, ce n'est pas la question. La question, ce sont deux rapports. Nous aurons des rapports avec les pays du Nord, tout comme nous aurons des rapports privilégiés également avec les pays du Sud qui veulent nous aider dans nos priorités, en fonction de nos priorités, pour pouvoir définir des stratégies pour que nous puissions sortir de cette situation. Maintenant, par rapport au développement, et la première chose que nous devons faire, je vois qu'il me reste 3 minutes, je vais rapidement condenser ce que je vais dire. Tout d'abord, nous devons pouvoir explorer les atouts que nous avons. Quels sont les atouts que nous avons pour notre développement? Parce qu'un jour ou l'autre, nous allons sortir de cette crise sécuritaire et humanitaire. Maintenant, quand nous serons sortis de cette crise, qu'est-ce que nous allons développer? Tout d'abord, nous avons l'agriculture, le secteur agricole. Aujourd'hui, Haïti a désespérément besoin de moderniser son agriculture. Nous ne pouvons plus continuer avec cette agriculture. Qu'on vient de nous dire que nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas suffisamment d'or, nous n'avons pas suffisamment de ressources naturelles pour le marché international, etc. Moi, je veux priorité, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner? Et à ce moment-là, développer ces partenariats. Une politique des diplomates sur plusieurs fronts, une formation diversifiée, des diplomates qui sont d'abord imbus des priorités définies par Haïti, par la chancellerie, et qui vont eux-mêmes défendre ces priorités à l'échelle internationale et qui sont formés pour ça. Aujourd'hui, nous avons besoin de diversifier cette formation. Nous avons besoin des diplomates qui connaissent le monde arabe, par exemple. Le monde arabe, qu'est-ce qui se passe dans le monde arabe? Aujourd'hui, il y a une transformation du monde arabe. Le monde arabe investit énormément d'argent dans ce qu'ils appellent les sources d'énergie renouvelables. Pourquoi? Parce que selon une étude qui a été réalisée, ils ont vu dans 80 ans, 100 ans maximum,
le pétrole va se raréfier dans la région. Ils n'auront plus de pétrole. Or, c'est des pays qui, aujourd'hui, leur richesse, c'est le pétrole. Donc, quand il n'y aura plus de pétrole, comment ils vont faire pour survivre? Et dès aujourd'hui, ils commencent déjà à préparer la transition vers les énergies renouvelables. Nous avons besoin de cette compétence, de cette connaissance, de ce savoir. Comment est-ce qu'ils sont en train de faire? Il nous faut des diplomates qui connaissent le monde arabe, qui peuvent dialoguer avec le Qatar, avec les Émirats arabes unis, avec le Koweït, de ces pays-là qui rentrent dans cette mouvance. Nous avons besoin des diplomates qui connaissent les sociétés qui sont nos alliés naturels. Et la République dominicaine, par exemple, le Canada, la France, les États-Unis. Nous avons besoin des diplomates qui connaissent ces sociétés-là, qui sont spécialisés dans la connaissance de ces sociétés-là. Les Caraïbes, les pays de la Caraïbe, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs traditions, comment ils pensent. Nous avons besoin des diplomates qui pensent comme eux et qui peuvent aisément défendre nos intérêts auprès de ces pays-là, auprès de la CARICOM, par exemple, et tout ce que nous pouvons faire avec la CARICOM. Et nous avons besoin également des diplomates qui ont une connaissance de l'Amérique latine et de l'Afrique, de l'Europe et de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons besoin d'une diplomatie proactive, former des diplomates qui soient capables de faire ces pas caritatifs et de comprendre les enjeux internationaux et d'apporter également leur contribution dans la compréhension, l'étude, l'examen des grands problèmes au niveau international. C'est-à-dire, nous avons besoin des diplomates qui peuvent placer le mot d'Haïti également dans l'étude des enjeux mondiaux. Voilà, donc le reste, on pourrait, dans les discussions, approfondir. Je vous remercie de l'écoute, de l'attention. Et Georges, je te retourne le cuir. Voilà, merci docteur pour ce bel exposé magistral